Bonjour à tous. On va démarrer cette session sur l'impact de la connectivité sur les achats nutritionnels et au sens plus large les achats alimentaires. Pour me présenter rapidement, donc moi je travaille pour la société Mintel, qui est une société d'études de marché basée à Londres. Et nous, on s'intéresse plus particulièrement à tout ce qui est innovation, notamment à travers différentes bases de données. On va donc à travers 62 pays dans le monde pour faire de la veille concurrentielle et puis surveiller donc, les lancements des nouveaux produits à travers tous ces marchés. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé nos données Mintel et j'ai aussi utilisé tout ce qui concerne les données consommateurs ainsi que des observations à travers le monde afin de pouvoir répondre à cette problématique qui est donc l'impact de la connectivité sur nos achats en supermarché ou au plus large sur nos impacts nutritionnels. Donc aujourd'hui, on va parler d'abord de données clés et puis de données assez générales pour donner un petit peu de contexte. Ensuite, on parlera donc de l'aspect sécurité et qualité de nos achats, en quoi la connectivité peut aider pour répondre à ce besoin des consommateurs. Nous verrons ensuite comment la personnalisation de nos régimes alimentaires peut être largement impactée par cette connectivité et l'utilisation d'objets connectés. Et puis nous verrons aussi en quoi le fait d'éduquer les consommateurs, de les inspirer, d'essayer en fait de les impliquer dans le processus d'innovation alimentaire peut être facilité justement par ces nouveaux outils connectés. Et enfin, on abordera le problème du prix. Donc pour donner un petit peu de contexte, c'est vrai que de nos jours, si on regarde d'un point de vue global ce qui se passe sur l'industrie alimentaire, on a tout d'abord une espèce de méfiance des consommateurs qui est bien sûr liée à énormément de scandales alimentaires. En 2013, on a eu le Horse-Gate. Plus récemment, par exemple, on a des abattoirs qui ferment en France. On a aussi Mars qui, par exemple, rappelle certains produits. Donc il y a vraiment cette méfiance envers l'industrie alimentaire de la part des consommateurs qui ont besoin d'être rassurés sur la qualité de ce qu'ils achètent, tout simplement. Mais d'un autre côté, ils ont bien sûr beaucoup plus accès à toute cette information par rapport à il y a quelques années. Cet accès, il se fait bien sûr via les réseaux sociaux, via les sites internet, et aussi grâce au fait que maintenant, les consommateurs n'ont plus simplement un ordinateur, mais aussi bien sûr leur smartphone pour pouvoir avoir un accès instantané à ces informations, même en magasin. Il y a aussi une idée derrière tout ça qui est de personnaliser son régime alimentaire. On parle beaucoup en ce moment de sans gluten, de végétarien, aller tout simplement choisir quelques parties de ces régimes spécifiques pour pouvoir créer son propre régime et l'adapter à son mode de vie personnel. On verra en quoi justement un smartphone peut vous aider à personnaliser votre régime. Donc si on regarde ici ces chiffres qui nous permettent de constater que tout simplement la population et les consommateurs européens sont largement bien équipés en termes d'ordinateurs, smartphones ou tablettes. Là, on atteint quand même des pourcentages de pénétration qui sont assez importants, ce qui bien sûr motive le fait que l'accès à l'information dans tous les lieux, y compris dans les supermarchés ou en tout cas l'accès à l'information sur les packaging, est beaucoup plus simple aujourd'hui. Notamment grâce au smartphone, on est à peu près à plus de 85% de pénétration au total Europe. Le marché du UK est un des marchés qui grossit le plus, qui est le plus en croissance sur justement tout ce qui est achat en ligne. Non seulement, donc comme on peut le voir ici, donc ce sont des données marché. En 2013, ce marché de l'achat des produits alimentaires en ligne pesait environ 7 milliards de pounds. Aujourd'hui, en 2015, on est à peu près à près de 9 milliards. Donc on est vraiment sur une croissance à deux chiffres depuis quelques années, une croissance impressionnante, plus 12,5% en 2015 par rapport à 2014. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que il y a quelques années, il y avait seulement 7% des consommateurs au UK qui n'achetaient que par ce type de channel. Et maintenant, ils sont 11% à acheter toutes leurs courses alimentaires en ligne. Donc bien sûr, cela généralement est complémenté et combiné avec, on va dire, les supermarchés traditionnels. Mais ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que non seulement les supermarchés traditionnels ont maintenant bien sûr leurs magasins en ligne,
mais certains, on va dire, pure players, comme par exemple le géant Ocado, comptent parmi les acteurs les plus importants sur le marché. Donc un marché vraiment en croissance et qui continue de croître d'année en année avec un taux de croissance à 2 chiffres. Ensuite, si on regarde un petit peu l'attitude de consommation des consommateurs au UK, la moitié d'entre eux, que ce soit simplement des achats occasionnels ou au contraire très réguliers, la moitié d'entre eux déclarent effectuer leurs achats alimentaires sur Internet, ce qui est quand même une grande partie des consommateurs. Et puis si on leur demande, est-ce que vous achetez plus par rapport à l'année dernière, est-ce que vous achetez moins ou de manière égale, on a quand même à peu près presque un tiers des consommateurs qui déclarent avoir acheté plus qu'en 2014. Ce qui ici montre un réel effort de la part des consommateurs et puis un réel potentiel surtout pour les marques. Pourquoi ces consommateurs souhaitent acheter en ligne? Donc bien sûr, la réponse évidente va être question de praticité, gagner du temps, pouvoir s'éviter de porter ses courses, pouvoir comparer en ligne. Tout ça, c'est vraiment question de quelque chose qui est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Le gain de temps, et puis c'est cet effet de pouvoir aussi comparer les prix. 24% d'entre eux pensent que, 24% des consommateurs au UK pensent que acheter son alimentation en ligne permet de mieux comparer les prix et donc de contrôler son budget. Donc question de praticité, mais aussi de budget. Si on regarde ce qui se passe ailleurs en Europe, on a ici donc des données consommateurs donc issues de nos panels en ligne. On leur a justement posé la question, est-ce que vous achetez davantage en ligne concernant vos achats alimentaires? La réponse donc, est bien sûr oui. Alors si on compare la population totale avec les jeunes adultes allant de 25 à 34 ans, on voit bien qu'il y a un intérêt qui est beaucoup plus important pour ce qu'on appelle les millennials. Donc 12% par exemple en France de la population totale déclare avoir acheté davantage que l'année dernière. Ils sont 15% si on s'intéresse à cette catégorie d'âge en particulier. Donc c'est souvent d'ailleurs cette catégorie qui est bien sûr privilégiée de la part des marques. D'un autre côté, on a aussi tout ce qu'on appelle les abonnements en ligne à toutes les box. Donc on a des entreprises qui sont très connues au UK, en Allemagne, un peu plus maintenant en France, qui proposent ces abonnements réguliers. Donc ça peut être des abonnements hebdomadaires, ça peut être des abonnements mensuels, pour en fait proposer aux consommateurs de recevoir chez eux une box toute prête avec tous les ingrédients afin de pouvoir cuisiner eux-mêmes avec donc tous les ingrédients déjà prévus. Donc pareil, on a posé la question à nos consommateurs. Avez-vous souscrit à ce type d'abonnement en ligne? Alors bien sûr, ça reste encore un phénomène niche, un segment plutôt niche, mais encore une fois, on se rend compte que les millennials, les jeunes adultes, sont vraiment plus enthousiastes à ce type d'achat en ligne. Si on regarde maintenant ce qui se passe directement du point de vue des retailers, on a vu donc des initiatives, des outils qui ont été mis en place en France par Intermarché, Carrefour, avec donc des petites télécommandes connectées qui vont vous permettre directement en magasin de pouvoir scanner vos produits pour gagner du temps, pouvoir ensuite enregistrer ce que vous avez acheté et retrouver facilement votre liste de courses. Donc tout ça, c'est vraiment dans un souci d'organisation, de gain de temps. La télécommande de Carrefour, le petit scanner de Carrefour est encore, on va dire, plus intelligent puisqu'il suffit simplement de parler comme dans un micro pour pouvoir reconnaître l'aliment ou l'article que vous souhaitez acheter. Et donc, il le prendra en compte directement dans votre liste de courses. Amazon également, qui bien sûr maintenant s'est lancé sur le segment alimentaire, propose non seulement donc une livraison à domicile rapide, mais aussi une application extrêmement bien mise en place afin de gagner toujours plus de temps. Et encore une fois, pouvoir proposer spontanément aux consommateurs des promotions qui correspondent à son profil. Donc le consommateur arrive sur l'application, sait déjà ce qu'il peut acheter, ce qu'il a acheté et ce qui pourrait lui correspondre. Et enfin, l'étape un peu ultime de l'achat connecté ici, concernant les retailers, c'est cette initiative en Suisse où en fait, donc, un retailer a décidé de tout simplement tirer parti du temps de transport des consommateurs afin qu'ils puissent commander en ligne directement pendant leur temps de transport et arriver à leur station de métro et avoir directement leur sachet de courses prêt dans un casier.
Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe directement en rayon dans les magasins, et plus précisément sur les packaging de ce qui est disponible en magasin. Donc, ce que nous avons chez Mintel, nous traquons en fait les claims marketing qui sont mis en avant sur les packaging, et notamment tout ce qui est logo des réseaux sociaux. Et on peut donc constater qu'à l'échelle globale, mais aussi européenne, on a une croissance incroyable de ce recours tout simplement donc, au logo des réseaux sociaux. Bien sûr, pour informer les consommateurs, pour leur proposer des promotions, des concours, pour les éduquer sur le produit, pour faire de la communication. Mais tout ce type de réseaux sociaux mis en avant sur les packaging est clairement en croissance. On est à peu près à 9% de tous les nouveaux lancements à l'échelle mondiale. Donc là, on parle simplement des catégories food and drink, qui avaient donc ces social claims sur leur packaging. Maintenant, si on regarde le détail de ces claims de social media sur les packaging, on voit bien que c'est un type de claim largement utilisé par les marques, mais très très peu par les marques de distributeurs. Donc il y a vraiment ici un potentiel pour pouvoir impliquer davantage le consommateur, pour pouvoir informer davantage le consommateur de la part des marques de distributeurs, puisque ce type d'outil est encore vraiment monopolisé par les marques. Donc on en parlait tout à l'heure quand j'ai fait allusion à l'agenda d'aujourd'hui. L'idée de pouvoir contrôler la qualité du produit, la sécurité du produit, avoir une traçabilité, une transparence sur ce qu'on achète, c'est l'un des aspects très importants à l'heure actuelle de la part des consommateurs, et c'est quelque chose qui peut bien sûr être mis en œuvre grâce à cette connectivité. Si on donne un petit peu de contexte ici, on se rend bien compte que les consommateurs ont une réelle méfiance envers ce qu'ils achètent. Et tout simplement, quand on leur pose des questions sur la qualité de ce qu'ils achètent, un bon nombre d'entre eux, et d'ailleurs à peu près 38% des consommateurs français, nous disent qu'ils ne souhaitent absolument pas acheter de produits qui contiennent des OGM, ou alors du sucre artificiel, ou alors des produits qui contiennent des conservateurs. Mais en même temps, et c'est ici le dernier point, les consommateurs nous disent que certains sont quand même un petit peu perdus sur quoi acheter, comment, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc il y a une réelle confusion, et pourtant il y a aussi une réelle prise de conscience sur tous ces ingrédients artificiels qu'il faut éviter. En parallèle, puisque justement ces consommateurs sont avides d'informations, ont vraiment envie de connaître ce qu'il y a donc, dans leurs achats alimentaires, qu'est-ce qu'un produit contient, quel type d'ingrédients, ingrédients artificiels, naturels. On a ici affaire à des consommateurs qui sont beaucoup plus informés et qui sont beaucoup plus regardants sur le packaging. Ils vont aller donc par eux-mêmes vérifier la liste des ingrédients utilisés par ces produits. Ils vont tourner le packaging bien plus qu'avant pour pouvoir réaliser par eux-mêmes cette vérification. Ils vont contrôler les qualités, les calories, les informations nutritionnelles, les additifs, tout ce type d'ingrédients. Et donc des initiatives qui sont mises en œuvre et qui sont bien sûr en lien avec cette connectivité omniprésente. On a vu donc notamment la première initiative ici à Londres, donc des tickets de caisse qui sont des tickets de caisse intelligents qui permettent directement à la fin en fait de votre shopping de pouvoir voir quelles sont les qualités nutritionnelles de vos courses. Donc ici, c'était une première initiative connectée qui permet vraiment d'avoir à la fin une conclusion sur vos achats concernant la qualité nutritionnelle de vos achats. Bien sûr, les applications à travers donc, les smartphones, pouvoir aller directement en magasin, scanner un produit, voir s'il répond donc, aux qualités nutritionnelles nécessaires, pouvoir le comparer également avec d'autres produits. Et par la même occasion, donc aux États-Unis, certaines startups créent des énormes bases de données pour pouvoir enregistrer de plus en plus de produits, les informations nutritionnelles de ces produits, et donc de la même manière pouvoir les scanner directement en magasin afin que le consommateur ait une information immédiate sur les ingrédients que contiennent le produit qu'il souhaite acheter.
On en parlait tout de suite de ces fameux abonnements en ligne qui permettent de recevoir de manière hebdomadaire ou mensuelle des box de produits alimentaires. Ce qui est intéressant, c'est que donc, on a ici l'exemple de HelloFresh, qui est l'une des plus connues, on va dire, sur le marché du UK. Et c'est vraiment une marque qui va proposer des produits de petits producteurs, qui va mettre en ligne sur son site internet des vidéos qui permettent d'expliquer comment les ingrédients ont été choisis, par qui ils ont été produits, pour pouvoir vraiment promouvoir cette transparence des ingrédients. Ici en France, on a donc un petit peu plusieurs équivalents. Cook Only qui propose aux consommateurs d'aller directement acheter les produits à Rungis, mais de les commander sur tablette ou sur smartphone afin de ensuite constituer les menus de la semaine de manière connectée et puis ensuite pouvoir commander de manière très rapide tous ces ingrédients qui vont directement être issus du marché de Rungis et donc bien sûr des produits frais, de qualité. Sur le packaging, en rayon, on a vu donc des grandes marques, mais aussi des marques un petit peu plus niches, utiliser des QR codes pour pouvoir favoriser la traçabilité du produit. Donc là, c'est l'exemple de la marque Frosta ici, qui l'a fait en Autriche, mais aussi en Allemagne, où on a donc ce petit QR code qui va permettre donc, de suivre l'ingrédient, de comprendre comment il a été produit et dans quelles mains, entre guillemets, il est passé. Plusieurs produits, notamment la catégorie de la viande, qui est une catégorie qui est vraiment regardée avec intérêt et surtout avec méfiance de la part des consommateurs. Pouvoir comprendre quel type de viande, l'origine de la viande et encore une fois, quel type de produit utiliser. Et puis bien sûr, on a des marques qui, elles, choisissent plutôt de jouer avec ce type on va dire, d'informations et puis de diriger directement les consommateurs, comme ici sur le dernier produit, vers son site internet ou sa page Facebook pour pouvoir expliquer le procédé de production et surtout mettre en avant le fait que la marque ici, comme Simply Made, utilise tout simplement des ingrédients sains et simples. Personnaliser son régime, donc c'est un thème qui est on ne peut plus d'actualité. On parle beaucoup de tout ce qui est tendance du free from, gluten free, meat free, lactose free, tous ces types de claims et puis aussi bien sûr le contrôle du poids. Donc ça, ce sont vraiment des tendances qui sont ici pour rester et qui peuvent bien sûr être suivies grâce à plus de connectivité. Donc on va voir justement comment. Mais pour donner un petit peu de contexte, ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ces régimes de gluten-free, lactose-free, ou alors des régimes végétariens, parfois même des régimes de végétaliens, sont de plus en plus suivis tout simplement parce qu'ils ont une perception saine de la part des consommateurs. On ne s'adresse plus maintenant simplement aux intolérants, on s'adresse à ce qu'on appelle des lifestylers, tout simplement des adultes qui aimeraient customiser leur régime au quotidien, choisir un petit peu de gluten-free, pourquoi pas choisir un petit peu de végétarien, de végétalien, et construire eux-mêmes leur régime quotidien. Donc ici, on a des données où on a justement posé des questions à nos consommateurs. Suivez-vous un régime sans gluten? Évitez-vous la viande? Évitez-vous le lait? Sans pour autant complètement le supprimer finalement de l'alimentation. Et on se rend compte que les pourcentages sont assez intéressants. Par exemple, ici, le végétarien, si on demande aux consommateurs « êtes-vous végétarien ?», un très faible pourcentage va répondre « oui ». En revanche, si on leur demande « évitez-vous la viande ?», là, les pourcentages explosent et on est même presque jusqu'à la moitié de la population en Italie. Oui, la viande rouge, oui. Oui. Donc cette idée de vraiment pouvoir réduire certains on va dire, ingrédients, certains produits dans son alimentation pour pouvoir avoir un régime personnalisé. Donc comment justement avoir recours au smartphone, aux tablettes pour pouvoir personnaliser son régime? Encore une fois, bien sûr, à travers beaucoup d'applications. Des applications qui vont vous permettre d'aller chercher le dernier magasin qui proposera des aliments sans gluten ou sans lactose ou sans produits laitiers. De pouvoir scanner directement, une fois de plus en magasin, un produit pour savoir s'il contient du gluten ou si un cœliaque peut le consommer ou pas. Et puis encore une fois, si on va plus loin dans la tendance, ces fameuses box auxquelles on peut s'abonner, certaines startups ont vraiment infiltré, on va dire, ce segment niche
des régimes personnalisés pour pouvoir proposer par exemple ici une box complètement végétarienne à commander en ligne une fois de plus à travers son smartphone ou sa tablette ou son ordinateur. Ici, c'est une initiative qui va encore plus loin. On a carrément ici un petit objet connecté qui nous permet en direct de pouvoir vérifier si l'alimentation contient du gluten. Donc là, bien sûr, on est loin d'un objet connecté qui sera complètement démocratisé. Cependant, ce type de test allergène est de plus en plus fréquent aux US. Et donc ça a été mis au point justement aux US où ça marche avec une espèce de petite cartouche où on met un peu de l'aliment dans cette cartouche et on peut vérifier en live si on peut ou non consommer cette assiette pour quelqu'un qui voudrait suivre un régime gluten-free. Tout ce qui est le contrôle du poids. Donc, bien sûr, c'est peut-être une tendance qu'on entend un petit peu moins par rapport au sans gluten, etc. Récemment. Cependant, ça reste une tendance de fond, et notamment en France. 38% des Français disent qu'ils souhaitent et qu'ils ont besoin de perdre du poids. 11% d'entre eux ont envie de perdre du poids, mais sans pour autant en avoir besoin. Et puis, en parallèle, 58% des Français aimeraient avoir des informations plus claires sur la différence entre les produits qui sont, on va dire, réduits en graisse ou en tout cas favorables au régime contrôle du poids et les produits, on va dire, normaux. Donc justement, les régimes connectés, pouvoir contrôler son poids à travers tout un tas d'outils connectés, c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité. Dans les magazines, voilà, Mon régime connecté, les applications qui permettent de rentrer tous les aliments, de compter les calories, de savoir quels aliments contiennent combien de graisse, combien de protéines, de pouvoir équilibrer au quotidien, tous les jours, de rentrer matin, midi et soir ce qu'on mange. De pouvoir aussi enregistrer notre routine quand on va à la salle de sport, de s'autoriser combien de calories. Tout ce type d'application commence vraiment à se développer pour pouvoir contrôler tout ce que l'on mange et toutes les calories que l'on brûle. Pour aller même au-delà, on a certaines applications qui nous permettent, en pesant l'ingrédient, de pouvoir directement identifier l'ingrédient et d'enregistrer le nombre de calories. Donc, bien sûr, on va toujours un petit peu dans l'extrême, mais en tout cas, toutes ces applications qui permettent le contrôle du poids sont actuellement en pleine croissance. Et maintenant, dans les rayons des magasins, qu'est-ce que l'on peut observer? Ici, on a des exemples de produits qui clairement mettent en avant un service connecté lié à leurs produits afin de pouvoir contrôler le poids. Donc, soit des coachs en ligne, donc les fameux programmes de Special K que l'on connaît maintenant depuis des années, qui nous permettent de rentrer la progression, etc. à travers donc maintenant les smartphones. On a Special K qui a carrément proposé donc ici un bracelet connecté pour pouvoir suivre l'activité de perte de poids. Et puis Fitness qui propose une communauté de femmes afin de pouvoir partager justement sa progression dans son contrôle du poids. Donc la connectivité permet bien sûr aussi d'éduquer, d'inspirer et puis de pouvoir impliquer les consommateurs dans le processus d'innovation. On a une tendance chez Mintel qui s'appelle Good Enough to Tweet. Bien sûr, aujourd'hui, le secteur alimentaire est extrêmement présent sur les réseaux sociaux. On a à peu près 2 millions de tweets qui font référence justement à l'alimentaire, donc ce qui est équivalent à un tweet toutes les 23 secondes sur les réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, c'est toujours cette idée de vouloir partager ce que l'on a cuisiné, ce que l'on a mangé, et d'avoir l'opinion de chacun. Bien sûr, cette activité sur les réseaux sociaux qui fait référence souvent à des marques, à des ingrédients, c'est, on va dire, un pari qui est un peu gagnant-gagnant. On a maintenant des initiatives où des Instagrammeurs ou certains blogueurs très connus qui vont maintenant pouvoir carrément avoir accès à des produits complètement gratuits car ils en ont fait la publicité sur les réseaux sociaux. Ce sont maintenant les meilleurs ambassadeurs des marques. Et puis on a même un magasin où la monnaie est le tweet, ici ouvert par Special K, où on rentre dans le magasin, on peut donc scanner le produit, en discuter sur les réseaux sociaux et en fait payer en nombre de tweets. Ce qu'on peut voir aussi donc, de la part des marques et des retailers, c'est qu'aujourd'hui, il y a un réel désir de vouloir impliquer le consommateur dans le choix des produits et dans le processus d'innovation.
On a ici un exemple de Waitrose au UK qui a mis en ligne un vote, qui a mis en place un espèce de vote sur la catégorie des fromages pour pouvoir savoir quelle saveur de fromage ils allaient sortir l'année prochaine. Donc le consommateur allait simplement en ligne, et puis choisissait la saveur de son choix voilà, tout simplement pour que Waitrose puisse ensuite offrir la saveur préférée à ses consommateurs. Chez Auchan aussi, on a donc cette catégorie de produits donc de post-snack. Le chef, c'est vous. Donc, ce sont des recettes qui ont été choisies par les consommateurs à travers la page Facebook. Donc, encore une fois, impliquer le consommateur dans le processus d'innovation et dans donc, tout simplement les recettes qu'ils vont apprécier ou non. Et puis, un autre exemple ici de chocolat, d'une marque de chocolat, qui propose à des membres privilégiés, donc des acheteurs, on va dire, fidèles, de pouvoir, encore une fois, voter sur le type de chocolat qu'ils ont préféré et pouvoir ensuite donc le lancer à plus grande échelle. Trouver de l'inspiration, des recommandations. On a vu beaucoup d'initiatives de la part des marques et des retailers pour aider les consommateurs, les éduquer, comment tout simplement faire une recette à partir de rien. On a donc cette initiative assez intéressante de la part d'un retailer qui a proposé un service au moment de Noël où on pouvait carrément demander des conseils de comment cuisiner son repas de Noël par WhatsApp. Donc en live, ils avaient des agents qui répondaient et qui aidaient les cuisiniers chez eux à tout simplement cuisiner leur repas. Et puis McCormick ici, qui propose à droite donc, une application qui s'appelle Flavor Print, où en fonction de vos préférences, ils vont vous proposer des produits, des recettes qui vous correspondent selon votre profil que vous aurez constitué par avance. Encore une fois, en rayon, comment on peut justement ressentir cette idée de vouloir guider les consommateurs et les aider à tout simplement cuisiner. Bien sûr, beaucoup de marques, via leur page Facebook, via des QR codes, permettent donc de proposer des recettes avec des vidéos pour pouvoir vraiment aider les consommateurs à se débrouiller par eux-mêmes en utilisant bien sûr leurs produits, ce qui permet bien sûr de communiquer à travers leurs produits. Et enfin, le dernier élément ici, le prix. On l'a vu tout à l'heure, acheter en ligne, c'est donc un avantage pour 25% des consommateurs parce qu'ils pensent que cela permet pour eux de mieux contrôler leur budget. Et puis, bien sûr, la sensibilité au prix reste bien sûr d'actualité. Si on regarde ici, on a posé des questions aux consommateurs comment ils achètent. Est-ce qu'ils regardent, par exemple, davantage les promotions? Est-ce qu'ils se tournent plus vers des marques, on va dire, de hard discount? Donc, on a posé cette question aux consommateurs et c'est vrai qu'on se rend compte que cet aspect prix, bien sûr, reste bien sûr clé dans l'achat alimentaire. Donc comment ici un smartphone ou une tablette peut aider les consommateurs à justement contrôler leur budget, à avoir la meilleure offre possible. Donc bien sûr, encore une fois, à travers des applications qui permettent de scanner directement les produits, de le comparer avec un produit équivalent dans un autre retailer. Et puis aussi des applications qui vous permettent de construire vos recettes à partir des produits qui sont proposés donc, en dessous d'un certain budget. Donc tous ces types d'initiatives qui, bien sûr, permettent de comparer, mais aussi d'être plus économe et finalement de chercher le prix juste, puisque à travers ces applications, on va pouvoir se rendre compte qu'un même produit est un peu moins cher sur le magasin d'à côté, par exemple. Donc c'est vraiment un contrôle du budget de manière instantanée. Donc en conclusion ici, en quoi la connectivité va influencer nos achats alimentaires ? D'une part, sur tout ce qui est l'aspect donc transparence, traçabilité des produits, pouvoir vérifier la qualité, la sécurité de nos produits. Ensuite, pouvoir personnaliser nos régimes au quotidien ou acheter tel ou tel produit qui répond à une tendance comme le sans gluten, comme un contrôle du poids ou comme une tendance végétarienne, où trouver ces produits.
Ensuite, bien sûr, le smartphone ou la tablette va faciliter tout ce qui est l'expérience de cuisiner à la maison via donc, des recommandations, des recettes en ligne, mais encore parfois même poussé à l'extrême des agents qui peuvent vous aider en live pour constituer votre recette. Et puis bien sûr le prix, très important ici, et donc toutes ces applications et l'accès à l'information instantanée va permettre de mieux contrôler le budget. Et donc tout ça fait bien sûr que le marché, en tout cas de l'alimentation en ligne et de l'achat connecté, est voué bien sûr à se développer encore plus. Et on l'a vu par exemple au UK, on a des chiffres, des données marché qui confirment ceci. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. La présentation sera probablement disponible. Si vous souhaitez que je vous l'envoie en personne, n'hésitez pas à me donner votre carte de visite. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Merci. Ça marche? Oui. Vous m'entendez? Oui. Il n'y a pas de questions, je suis assez étonné. Bon. Pour ma part, j'aurais pas de... Pardon. Je vais faire sans transparent. Hein. PowerPoint, ça appartient quand même au XXe siècle. On est au XXIe siècle. Les mots sont quand même plus efficaces que les images, toujours, en dépit du slogan de Paris Match. Alors, je vais parler de la même chose et vous dire des choses qui sont tout à fait ressemblantes. Hein. Je partage l'ensemble des faits qui ont été présentés, avec quand même une petite nuance sur la dernière partie. Le consommateur participant, non, hein, ça ne marche pas beaucoup. C'est très bien pour les opérations de com. Dans la pratique, ça ne mord pas beaucoup. Je voudrais commencer par nuancer tout à fait les choses. Hein. Digital, alimentation. Alors, le titre était nutrition. Moi, j'aime pas le mot nutrition. Pour moi, c'est une affaire de spécialiste. Je préfère le mot alimentation. C'est beaucoup plus culturel. Et quand on parle du digital en matière d'alimentation, on parle de pratique sociale, on parle de pratique culturelle avant tout. Et tout de suite, il faut nuancer les choses, en tout cas dans ce segment-là. Si le digital foudroie certains secteurs, et je pense par exemple à l'assurance et aux services en général, son impact dans l'alimentaire est quand même extrêmement modéré. Ça, c'est une première chose. Mais ça, on l'a vu dans les chiffres que vous avez donnés. Même si on a des croissances fortes, ça touche quand même des minorités de consommateurs. Il y a un mot-clé de marketing qu'il faut garder en tête, c'est segmentation. Aujourd'hui, on est dans une situation où les marchés sont extrêmement segmentés. Le consommateur n'existe pas. Il y a des consommateurs. Je vais vous donner, alors j'avais quelques transparents et bon, ça ne passe pas sur la machine, mais je vais vous donner les quelques chiffres, tout frais de l'INSEE. Lorsqu'on demande aux gens s'ils ont fait des achats en e-commerce, de manière générale, tout azimut au cours des derniers 3 mois, j'ai gardé les chiffres des derniers 3 mois, critère de récence et c'est le plus intéressant, on se rend compte qu'il y a des écarts absolument formidables dans la population. Si on fait un découpage selon l'aire urbaine, enfin selon le type de géographie, disons qu'à Paris, dans l'aire urbaine parisienne, on a à peu près 52-53% aujourd'hui des consommateurs qui ont réalisé au moins un acte d'achat en e-commerce. Alors quand on dit e-commerce, hein, ça inclut naturellement le drive, hein, qui est au fond une forme de e-commerce à partir du moment où l'achat se fait sur un écran. Et la grande réussite de la distribution dans le e-commerce, c'est le drive. On arrive à peu près à 8-9% de part de marché, ça dépend des enseignes. Et ce chiffre, pour la région parisienne, n'a pas bougé depuis 2012. Il est même en baisse. Donc on peut se poser aujourd'hui des questions sur la saturation et de la pénétration des approches digitales de manière générale. En revanche, si on regarde les aires urbaines qui font moins de 200 000 habitants, le taux de pénétration du e-commerce, hein, toutes choses confondues, est de 40%. Donc vous avez un écart de 10 points qui est assez fort. Donc aujourd'hui, moi j'aurais tendance à dire le digital, ça concerne essentiellement les grandes métropoles européennes. Et beaucoup moins les zones
toujours urbaine, mais de moins de 200 000 habitants. Alors, ça pose des questions et je pense que c'est un sujet de recherche et d'approfondissement qui est assez important. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le monde rural et les zones urbaines de 200 000 habitants. Ça, c'est pour un critère. Je vais prendre un autre critère. Alors là, c'est beaucoup plus fort. Les écarts sont absolument exceptionnels. Si on prend le niveau de diplôme actuellement, si on prend le niveau de diplôme, ceux qui ont un diplôme supérieur au baccalauréat, on a un taux qui est à peu près de l'ordre de 70%. 70% des gens qui ont suivi des enseignements à l'université, au-delà du bac, ont réalisé au moins un achat e-commerce dans les 3 mois qui précèdent. Mais si je prends les sans diplôme, ce taux tombe à 20%. 20%. Si on prend ceux qui ont un BEP, CAP ou brevet des collèges, donc pas encore le bac, on est à peu près à un petit peu plus de 50%. Et la courbe de tendance depuis 2007, bon, là, sur les dernières années, a un petit peu tendance à se stabiliser. Donc déjà, quand on parle de e-commerce, quand on parle de digital et de consommateurs, ça ne concerne qu'une partie des consommateurs, les plus aisés, les plus urbains, les plus éduqués. Les autres, beaucoup moins. Alors, je pense que c'est une remarque qui est assez importante à faire en matière de marque de distributeur, parce que le prix est important. Ce qui détermine la sensibilité au prix reste et encore toujours des bonnes vieilles variables comme le revenu. Effectivement, sur les catégories les plus pauvres, qui sont les plus nombreuses, l'impact est relativement marginal. Ça, c'est un premier point pour relativiser les choses. Maintenant, quand on regarde de manière plus globale les impacts du digital sur l'alimentation et les pratiques d'alimentation et ce qui est autour, je vais reprendre en quelque sorte les éléments que vous avez donnés, donc 3 grandes catégories qui méritent des réflexions particulières. La première, c'est effectivement, il y a depuis pas mal d'années, c'est pas récent, une transformation de la relation client. Et cette transformation, le virage s'est fait effectivement avec l'arrivée des smartphones et accompagné par les smartphones. Je voudrais simplement rappeler que l'instrument principal de la relation client, il existe depuis les années 2000, depuis 15 ans, donc on ne parle pas de choses nouvelles, c'est la carte de fidélité. Une carte de fidélité que les distributeurs ont très très mal exploitée, qui sert essentiellement à faire de la publicité vaguement ciblée. Le niveau de ciblage aujourd'hui est encore faible et l'exploitation des données dans les bases de données de cartes de fidélité est complètement indigent. Donc ça, c'est un premier domaine. Et dans ce domaine-là, qu'est-ce qui pourrait faire des progrès? Qu'est-ce qui peut affecter? Moi, il y a 3 éléments qui méritent une attention. Le premier, c'est un grand échec des applications et du digital qui n'arrivent toujours pas à trouver la clé d'entrée chez les consommateurs. Et la clé d'entrée chez les consommateurs, elle est extrêmement simple. Elle s'appelle la liste de courses. Un Français sur 2 fait une liste de courses avant d'aller faire ses courses. Et quand il en fait une fois sur 2, il s'agit d'une liste qui est faite sur le mobile. Alors, pas avec des applications, mais généralement avec un bloc-notes, tout simplement. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune application convaincante en matière de liste de courses. Pour pouvoir transformer la manière dont on fait ses courses et la relation au distributeur, je parle plus du distributeur que des marques, il faudra pouvoir, à un moment donné, avoir une liste de courses extrêmement flexible qui permette très facilement de la remplir, de la modifier en magasin, pendant le chemin, à la maison, et qui soit compatible avec l'ensemble des systèmes d'information. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ça pourra arriver, hein, je ne connais pas tous les projets, j'en ai vu un certain nombre ces 2 dernières années se faire, la plupart ont échoué. Il y a des listes propres, naturellement, des magasins qui existent dans leurs applications. Elles ne pourront pas véritablement se développer parce qu'elles ne sont pas compatibles entre les enseignes. Et un consommateur ne fait pas ses courses dans une enseigne, il les fait au moins dans 2, éventuellement une 3e. Et l'utilité d'une liste de courses ou d'une appli de liste de courses ne peut apparaître, hein, c'est un critère, ce qu'on appelle d'externalité de standard, que si cette liste puisse être utilisée indifféremment selon les enseignes. Moi, j'aurais un souhait pour les enseignes, c'est qu'elles se décident à mettre en commun un système de liste de courses qui soit universel. Sinon, il n'y aura pas d'explosion et il sera très difficile de faire des choses assez fines là-dessus.
Le deuxième domaine, lui, est beaucoup plus positif, c'est la promotion digitale. On est dans un processus aujourd'hui de conversion. Les promotions qui sont distribuées, notamment sous la forme de coupons, vont passer essentiellement par le canal digital. Alors, au passage, j'évoquais les cartes de fidélité. Il y a une digitalisation des cartes de fidélité. Je reste sur le cas de la France que je connais quand même mieux. Dans le cas de la France, les applications qui regroupent les cartes de fidélité sont celles qui ont en quelque sorte gagné et qui sont les vecteurs de promotion pour les marques, pas pour les distributeurs. Je parle d'applications par exemple comme Fidal, hein, qui sont des portefeuilles en fait de cartes de fidélité. Là, il y a quelque chose qui est à faire et qui est à développer. Il y a un troisième point, naturellement, c'est très à la mode, c'est pas très convaincant. J'ai une étudiante qui a eu un prix du Syntec pour une étude sur le mobile in-store. On s'est amusé à étudier finalement dans quelle situation les consommateurs étaient intéressés par les applications mobiles en magasin. Le résultat général est assez simple. Il y a Mobile in-store en soi n'a pas beaucoup de sens. Ce qui a de sens, c'est des applications extrêmement précises et qui dépendent des comportements des consommateurs. On s'est rendu compte que les gens sont intéressés par une application. Il y a quelques facteurs généraux, mais c'est surtout des facteurs spécifiques. Quand vous avez des groupes de consommateurs dont l'objectif, lorsqu'il est de faire des courses et de simplement faire des économies, il est très très clair que les applications qui vont les intéresser en la matière vont être des applications d'optimisation de la promotion. Donc pouvoir réunir les coupons, optimiser, et un idéal, par exemple en matière d'innovation ici, serait de pouvoir mettre en place des systèmes de paiement avancés où on peut payer à la fois en argent, à la fois en bons de réduction et en même temps en carte de fidélité. Alors ça, c'est des choses qui commencent à se faire dans le monde du pur e-commerce, assez peu dans le monde de la distribution traditionnelle. Donc il y a un spécialiste pour les paiements comme ça en France qui s'appelle Limonetic, hein, qui offre ce type de solution. Il est très clair que ce type d'application va modifier. Vous avez d'autres groupes de consommateurs pour qui la stratégie principale, finalement, la motivation principale en faisant ces courses, c'est quand même le divertissement, l'hédonisme, la découverte de nouveaux produits, etc. C'est d'autres types d'applications qu'il pourra avoir. Donc moi, là-dessus, la conclusion est assez simple. On peut améliorer les choses et on peut faire mieux à la condition de prendre en compte très précisément quelles sont les stratégies de shopping des consommateurs, sachant qu'il y en a à peu près 4 ou 5 grandes qui existent et qui sont à peu près permanentes. Si on ne fait pas cet effort de segmentation, on ne peut pas réussir ce que certains appellent la transformation digitale. En gros, il faut des applications qui soient relativement, pas tellement personnalisables, mais adaptables aux stratégies de nos consommateurs qui sont extrêmement variés. J'ai mentionné 2 groupes, moi j'en ai identifié 4 ou 5, mais c'est une autre histoire. Voilà pour le premier élément, c'est-à-dire avoir bien en tête qu'aujourd'hui, il y a un enjeu majeur dans la digitalisation de la relation client, sachant que le monde de la distribution n'est pas forcément celui qui est le plus performant dans le domaine. Ils ont commencé, il y a les outils de base, et il y a énormément de progrès à faire par rapport à d'autres secteurs. Alors, ça les met en situation, effectivement, de difficulté aujourd'hui, le monde de la distribution, face au e-commerce. Vous en avez évoqué quelques-uns. J'ai eu l'occasion de travailler cette année avec un grand distributeur français, un des plus gros, effectivement. Dans les réunions, j'ai été assez surpris par l'inquiétude que Amazon Fresh déclenche chez eux, de manière presque irrationnelle. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a toutes les conditions pour faire que les parts de marché de la grande distribution soient grignotées. Il y a des facteurs qui sont purement démographiques. Alors, je rappellerai qu'en France, aujourd'hui, l'unité de consommation, ce n'est pas l'individu, c'est le foyer, donc il faudrait raisonner en foyer. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'aujourd'hui, 35% des foyers sont composés d'une personne, 32-33% sont composés de 2 personnes, et seulement un petit tiers des foyers sont composés de 3 personnes et plus, c'est-à-dire de quelque chose qu'on appelle une famille. Et effectivement, quand on a cette distribution-là, alors les évolutions sont très lentes, elles se font sur 30 ans, mais là on arrive quand même dans un point assez important.
On comprend qu'il y ait une certaine désaffection pour des formats comme l'hypermarché. On comprend le déplacement vers des lieux qui soient plus de proximité. Non pas que la proximité apporte de la relation, mais tout simplement, c'est beaucoup plus pratique. Et quand on est seul et qu'on fait ses courses, on a un panier d'achat de 20 ou 30 euros. On ne va pas s'amuser à faire des kilomètres et garer sa voiture pour faire ses courses. Donc là, c'est un changement structurel, ce n'est pas dû au digital. Mais ça amène les consommateurs à être de plus en plus sensibles à un aspect du shopping qui est important, c'est son coût d'opportunité. Faire ses courses, ça prend du temps, même si c'est à côté de chez soi, et on commence à envisager de plus en plus d'autres solutions. Donc il y a aujourd'hui très clairement une transformation. Donc moi, mon domaine, c'est la logistique du consommateur ici, c'est mon deuxième thème. Et vous voyez un petit peu fourmiller, notamment à Paris, la multiplication de modèles de plateformes en tout genre. Hein. Beaucoup vont tomber, quelques-uns vont réussir, et notamment autour de la livraison à domicile. Moi, je suis absolument fasciné depuis 1 an par le nombre d'initiatives et certains succès. Pensez aux Allemands Delivery Hero, pensez au succès de Deliveroo en Angleterre et aussi à Paris, pensez à l'initiative cette semaine de Uber Eats, de toute une série de solutions qui permettent de résoudre un problème qui n'était pas résolu depuis des années et des années, qui est la livraison à domicile. Livraison de repas tout faits, bien sûr, mais aussi, naturellement, il n'y a aucune différence entre les deux, de courses. Et éventuellement une incitation extrêmement forte à déplacer des modes de consommation alimentaire à préparer, donc des repas que l'on fait soi-même, vers des repas que l'on fait qui sont déjà prêts, puisqu'on est relativement seul. Alors ça, c'est à prendre, c'est un élément qui doit être réfléchi en profondeur. Il n'est pas purement digital, il concerne des aspects de stratégie, des nouveaux business models qui apparaissent et qui sont capables, alors ça ne va pas prendre des grandes parts de marché immédiatement, hein, il faudra énormément de temps, 15 ans, 20 ans, mais par contre, on peut commencer à grignoter aujourd'hui. Ça peut grignoter certains segments qui sont sensibles. Et il y a une infrastructure et un écosystème qui est en train de se mettre en place. Alors ça, naturellement, ça pose une grande question, et c'est la question fondamentale, et marketplace. Je vous évoquais mon expérience chez ce grand distributeur. Elle était en fait de participer à un groupe de travail pour mettre en place une marketplace, projet malheureusement qui a été abandonné au profit d'une rénovation du système CRM. C'était nécessaire, c'est un des problèmes de la distribution. Il y avait 7 ou 8 cartes de fidélité différentes qui circulaient dans le groupe. Ils ont préféré consolider là-dessus que de jouer la carte de la marketplace, moi qui me semble une chose extrêmement importante. Les consommateurs, on peut déceler des tendances, vous en avez donné un certain nombre, effectivement le gluten, effectivement les questions de poids, mais ce qu'il faut garder en tête, le consommateur n'existe pas, ce sont les consommateurs qui existent, chacun a des besoins spécifiques. Gagner de la part de marché, ça veut dire être capable de pouvoir couvrir tous les besoins spécifiques d'une population dans une zone donnée. Et tous sont particuliers. Et là, la solution des marketplaces permet de résoudre un certain nombre de problèmes. On voit des consommateurs pratiquer ce qu'on appelle de la résistance à la consommation. Les gens n'aiment plus le capitalisme actuellement, ils n'aiment pas l'hypermarché, ils n'aiment pas les grandes boîtes, et ils ont envie de local. Et vous avez vu ce développement des AMAP, notamment, ou ce type de consommation, qui curieusement marche mieux en milieu urbain qu'en milieu rural, au passage. Bon, besoin d'authenticité, besoin de retour à la terre, tout ce que vous voulez. Mais on a ici une petite frange de la population qui est assez sensible à ce genre de choses et qui est prête à acheter du produit équitable, pourvu qu'il soit aussi cher ou moins cher que les produits de distributeurs. Naturellement, le prix est toujours la condition numéro 1, on est bien d'accord, mais sont prêts à varier, à aller chercher des produits un peu plus exotiques, même s'ils sont régionaux. Et ça veut dire qu'il va falloir, pour satisfaire cette consommation-là, il faut pouvoir offrir une diversité de produits en qualité, en tout ce que vous voulez, beaucoup plus grande que ce qu'on offre aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on offre 30 000 références dans un hypermarché, eh bien, pensez qu'un système de marketplace, ça vous offre d'emblée 10 fois plus, 300 000, 400 000. Et là, il y a une bataille d'ordre stratégique qui est absolument fondamentale. Comment peut-on inventer des systèmes de distribution qui multiplient par 10
le nombre de références, je dis par 10, c'est peut-être par 20, c'est peut-être par plus, hein, c'est l'ordre de grandeur, tout en gardant des formats qui soient relativement petits. Vous comprenez que la solution, elle va passer essentiellement par la logistique du dernier kilomètre, à condition qu'elle soit parfaitement articulée à des mécanismes et des habitudes de commande qui sont à la demande. Le mot-clé aujourd'hui, ce n'est pas le mot consommation collaborative, hein, ça appartient déjà au passé, ça. C'est le mot-clé, c'est on demand. Je veux consommer quand j'ai envie, sans faire beaucoup d'efforts, à partir éventuellement de mon smartphone, très vraisemblablement dans un délai relativement court, à partir d'autres interfaces, vous les avez évoquées. Moi, l'interface qui m'impressionne le plus aujourd'hui, c'est quand même le bouton Dash d'Amazon. Si vous avez consulté les les sites Amazon américains, c'est assez impressionnant de voir la quantité de marques qui sont présentes pour des produits, je dirais, à faible valeur unitaire, de très très grande consommation. Donc là, effectivement, pour l'instant, on est encore timide en France. En Angleterre, ça semble être un petit peu plus avancé. Mais c'est quelque chose qui pourrait se déclencher assez facilement puisqu'on a pris l'habitude aujourd'hui, en tout cas une partie des consommateurs, a pris l'habitude d'utiliser ça pour commander quoi que ce soit un taxi ou éventuellement un Airbnb ou d'autres choses. Alors, ce n'est pas des grandes proportions de la population, hein, mais c'est relativement significatif et c'est des gens qui sont, je pense, potentiellement demandeurs de ce type de dispositif. Le troisième thème, je vais me concentrer sur un point. Alors, il y a deux points. Un premier point que j'ai déjà évoqué implicitement, c'est l'idée qu'aujourd'hui, votre consommateur, il est en quelque sorte bio-ionique. Moi, j'aime beaucoup le terme d'appareiller. Hein, l'appareil en français, c'est un très beau mot. L'appareil en cuisine, ça désigne effectivement les éléments que l'on va assembler pour une destination donnée. Pensez à la pâtisserie. L'appareil, c'est le gear en anglais, c'est la chose qui fabrique et qui est constituée de plusieurs éléments. Il y a quelque chose de très poétique autour de cette idée d'appareil. L'appareil, c'est aussi l'appareil auditif, c'est la prothèse. Et le consommateur ou les consommateurs sont en train de se prothétiser petit à petit. Bien sûr, le smartphone, on a rappelé les taux de pénétration, c'est en gros 70% aujourd'hui en France, mais d'autres appareils comme la commande Dash, les scanettes à domicile, le bouton qui va se remplacer les magnets sur les frigos, très vraisemblablement, l'imprimante qui est capable aujourd'hui, et maintenant c'est distribué assez largement, de commander automatiquement ses fournitures. Je n'ai pas vu, mais je ne fais pas beaucoup l'effort de rechercher des éléments factuels, des machines à laver qui commanderaient leur lessive et leurs assouplissants. Mais on a petit à petit une espèce de colonisation et de contamination des maisons, des voitures et des corps des individus, avec toute une série d'appareils qui convergent en écosystème et qui permettent de soulager un effort qui était déjà modéré, mais dont on souhaiterait pouvoir se débarrasser totalement. Pensez à Uber, réfléchissez bien au modèle, pas à tout Uber, mais à comment Uber réussit à pénétrer si vite et si rapidement, simplement parce que du bout des toits, on peut commander, on a un taxi en 3 minutes et que la douleur de l'addition et du paiement est complètement gommée puisqu'elle est devenue complètement abstraite. Dans la psychologie des consommateurs, c'est quelque chose d'assez considérable et qui marque une différence. Donc cette idée du consommateur appareillé ou des consommateurs appareillés, parce que tout le monde n'a pas le même équipement, les plus modestes ne sont pas forcément moins équipés au passage, ils sont simplement moins utilisateurs des applications. Ça, c'est un fait de sociologie bien ancien. Dans les années 90, j'avais dû travailler pour le ministère de la Culture. On s'intéressait à la consommation culturelle et ça n'a pas bougé depuis et ça a toujours été. Il y a une chose très spectaculaire. Quand on regarde les équipements, les taux d'équipement, disons, des consommateurs les moins aisés, des plus aisés, il n'y a pas d'énormes différences. Il y en a, mais elles ne sont pas fondamentales. Ce sont des différences en qualité de matériel, mais pas en taux. Par contre, quand on regarde les consommables de ces équipements, à l'époque, c'était les disques et les CD pour la chaîne hi-fi,
on remarque que le niveau de consommation des plus aisés est de l'ordre de 10 à 20 fois plus grand que les plus modestes. Donc il y a un business model aujourd'hui de l'électronique qui fonctionne bien parce que quand on achète un téléphone, tout le monde va l'acheter, on arrivera à un 100% de taux de pénétration. Donc c'est très bon pour Apple qui vend très cher, 45% de marge hein, sur les iPhones. Je ne comprends pas qu'on les achète encore, puisqu'on donne, on donne 45 € sur 100 à l'actionnaire, en fait, quand on achète un iPhone, sans beaucoup plus de fonctionnalités que les autres. Par contre, dans la consommation et l'utilisation des applications payant ou pas et des autres services sont effectivement les plus aisés qui vont complètement démultiplier. Donc on est dans ces objets qui sont là, naturellement, je n'ai pas encore prononcé le mot, vous l'avez prononcé même pas, à demi, hein, ce que nous on appelle en France maintenant les objets connectés, hein, les smart things pour les Américains, ce n'est pas tout à fait la même notion, c'est intéressant, il y en a qui valorisent l'intelligence et d'autres qui valorisent la collection. Donc ces objets connectés, petit à petit se répandent avec quand même, je dirais, des déceptions. Bon, objets connectés, en 2014, un GfK a enregistré 500 000 à peu près bracelets, hein, c'est à 80% des bracelets hein, qui étaient vendus, ce qui est quand même très peu. On en aurait beaucoup plus cette année. On se rend compte que les taux d'abandon sont excessivement élevés. Pour les bracelets, c'est de l'ordre de 70%. Les balances, c'est un peu mieux, on est à moins de 50%. Et là, tout de suite, ça pose une question sur ce que vous avez évoqué en dernière partie, ou pas tout à fait, presque la dernière partie, c'est quel est le rapport quel est le rapport qu'on va avoir à ces objets et aux informations qu'ils nous fournissent sur notre consommation. Donc il y a un grand mythe jusqu'à présent qui nourrit les conférences de ce type et d'autres, hein, c'est celle du Quantify Self, l'idée que tout le monde serait partant pour contrôler en permanence sa consommation. Effectivement, on va avoir des mouvements qui vont aller dans ce sens-là. Il y a des domaines qui seront bien affectés, par exemple la consommation d'énergie, ça risque de marcher assez fortement parce que les gains qu'on peut obtenir de ça sont assez élevés. Encore que, alors travaillant, moi j'ai quelques petits projets de recherche là-dessus, on se rend compte que ce n'est pas du tout évident aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a donné un objet à quelqu'un que cet objet lui fournit des feedbacks sur sa consommation, que ça va modifier fortement sa consommation en conséquence. Et c'est peut-être la raison d'ailleurs des taux d'abandon qui sont élevés. Ça amène à une idée absolument fondamentale, c'est que dans l'alimentation et d'autres secteurs, on va devoir intégrer et injecter beaucoup plus de conseils. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous allez avoir un bracelet que vous allez faire vos 10 000 pas par jour. Il va falloir rentrer dans le modèle White Watcher. C'est parce que vous avez un bracelet et que vous utilisez les services d'un coaching plus ou moins virtuel ou plus ou moins physique que vous serez encouragé à faire votre régime ou à suivre vos quantités, vos choses alimentaires. Et là, on rentre dans un monde tout à fait différent de la distribution traditionnelle. La distribution traditionnelle achète, met en rayon et revend. Elle espère acheter suffisamment bas et de vendre au prix du marché pour gagner de l'argent. Et là, vous allez avoir toute une série d'acteurs qui sont capables d'avoir la relation directe avec les consommateurs et de prendre en charge la part de service et d'accompagnement pour les amener, pour les aider à atteindre des objectifs qui sont déclarés, mais pour lesquels ils n'ont pas forcément le courage d'aller. Et là, on a un champ absolument fascinant, gigantesque de recherche, d'études, d'expérimentation et d'innovation, qui est dans le domaine de l'accompagnement à la consommation des consommateurs. Voilà, je finirai là-dessus. S'il y a des questions, des réactions... J'avais une question parce que tout à l'heure, vous opposiez on va dire les Parisiens ou les urbains à des zones un peu moins urbaines. Mais vous ne pensez pas justement que tout ce qui est drive, par exemple, a plus d'avenir en dehors de Paris que dans les zones très urbaines où finalement on a moins de voitures Sur le drive spécifiquement, oui, mais le drive, c'est un mode de distribution qui est adapté pour des paniers relativement élevés. Ce n'est pas un mode de distribution qui est adapté pour des consommateurs célibataires. Ce qui est intéressant avec le drive en matière digitale, c'est que ça apprend à une fraction importante de la population à faire ses courses sur un écran.
Mais si vous vous amusez à faire un benchmark aujourd'hui des interfaces qui sont proposées par les distributeurs, je suis désolé s'il y a des distributeurs, j'ai l'habitude de parler de manière un peu directe, la qualité des interfaces est franchement pas bonne. Elle n'est pas bonne. Il y a des enjeux majeurs là-dessus sur la qualité de ce qu'on appelle l'UX, le user design, et sur le user experience, donc l'expérience de l'interface qui sont à faire. Donc on est, bon voilà, c'est l'exception. Disons que le développement du drive s'est fait pour des raisons logistiques de coût, mais pas tellement de satisfaction des consommateurs. C'est presque un accident le succès du drive, d'une certaine manière. On réalise maintenant que le drive a réussi alors qu'il est, bon, ensuite il est apparemment manifestement à saturation en termes d'achat. On ne peut pas se contenter du drive aujourd'hui. Enfin, si je rêve un peu, si je projette ce que sera la distribution dans 10 ans, moi, ma vision est assez claire. Dans un monde digital, où les consommateurs vont apprendre, vont avoir de plus en plus de gestes, ça c'est très très important et ça met énormément de temps. Acheter un téléphone, il faut 5 minutes. Exploiter les applis du téléphone, il faut plusieurs années, quand vous réfléchissez bien. Donc cet apprentissage est en cours et on va voir la contrepartie dans la distribution, c'est les systèmes logistiques. Ce que vous risquez très clairement d'avoir comme paysage, c'est des unités de vente qu'on appelait des hypermarchés qui servent en quelque sorte de vaisseau amiral, je parle de grande distribution, et autour desquels vont graviter et se multiplier de multiples canaux logistiques. Ça peut être des casiers, ça peut être des systèmes de covoiturage qui ramènent les courses à la maison. On a des essais qui se font. C'est peut-être Uber qui va devenir le livreur principal. Ça, je n'en sais pas, je sais pas, ou d'autres. Ces nouveaux modèles de delivery où on en a de multiples, et notamment à vélo. C'est assez intéressant de voir que le low-tech prend une place assez importante dedans. Je crois que c'est la semaine dernière, Lyft aux États-Unis a annoncé qu'il ouvrait ce type de service. On aura peut-être bien sûr des vieux classiques de la VPC qui peuvent être repris par la distribution, c'est-à-dire je pense naturellement au point relais. Et qui peuvent avoir un succès parce qu'il y a une demande de certains points de vente particuliers. Pas très longtemps, il y a 2 ou 3 mois, j'ai dû faire une intervention dans le syndicat des distributeurs de presse. Ils sont 26 000 en France, et j'étais complètement abasourdi et épaté quand certains m'ont dit qu'ils réalisaient à peu près 30% de leur chiffre d'affaires avec Amazon. Le relais de croissance des points presse, c'est aujourd'hui les colis pour Amazon. Alors vous comprenez, quand on commence à prendre l'habitude d'aller du côté du consommateur, je reviens au consommateur, quand on commence à prendre l'habitude d'aller chercher des paquets à 200 mètres de chez soi, chez son journaux tabac, pour des livres avant, beaucoup plus d'électronique et d'électroménager, ce qui est quand même la vraie menace pour la distribution que représente Amazon. Quand ces gens commencent à prendre l'habitude, il sera très facile de les faire passer à aller rechercher le colis qui a été préparé dans un drive, mais qui ne sera plus un drive, mais qui sera tout simplement un point logistique de colissage, de picking, où on prépare et où on dépose dans des points relais et où on résout le problème qui n'a pas été résolu, alors que début des années 2000, on avait une floraison de livraison à domicile. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, en province, quasiment toutes les livraisons à domicile des grands distributeurs ont disparu. Moi, j'habite en province sur la côte basque. Voilà, il n'y a plus. Il n'y a plus. Plus aucun ne livre à la maison. Et là, il y a une demande. Là où vous avez des populations vieillissantes. Alors, après, j'ai été à grands traits, très honnêtement. Opposer le rural à l'urbain, c'est quand même un petit peu brutal. Il faudrait regarder les typologies de régions. Il y a des régions plus âgées, d'autres qui le sont un peu moins, et les besoins peuvent varier. Mais en tout cas, pour moi, le schéma général, c'est penser le digital dans la distribution. C'est pas simplement penser
communication, parce que là, c'est qu'une évolution de systèmes qui ont été mis en place au début des années 2000. Donc, je répète, transformation, évolution, digitalisation des programmes de fidélisation, tout simplement. Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le couplage entre la prise de commande, ce qui se passe à la maison, et ça, on en a de plus en plus envie. Et donc, une décision qui se fait face à un ordinateur. Un téléphone, c'est un ordinateur. Hein. Il n'y a pas de différence entre mobile et tablette et ordinateur. C'est pareil, hein, purement technique. C'est un écran, donc des écrans. Ce sera peut-être la télé, hein, elle va évoluer très vite. Et des systèmes logistiques. Voilà. Ça, c'est quand même le point qui est très important, de comprendre comment ça évolue et comment on peut accompagner. Et le deuxième point qui est assez important à comprendre, et là on a du mal, mais là tout le monde, chercheurs, praticiens, c'est comment se construit le rapport aux objets et comment on s'approprie l'ensemble de ces objets dans son petit écosystème personnel, dans ses habitudes quotidiennes, etc. Et là, la transformation se fait. Pour l'instant, ce qu'on voit, ce que vous avez, moi je trouve très très bien montré, c'est la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire ce qui se passe sur les segments les plus avancés de consommateurs. L'espace dégustation vous propose de tester des produits lauréats nominés au Trophée de l'innovation. Rendez-vous Je laisse parler. à 11h pour des céréales mélangées. Voilà. Donc l'avant-garde, effectivement, les gens sensibles au gluten représentent certainement l'avant-garde des consommateurs. Il faudra faire attention que l'arrière-garde, en tout cas le corps majeur, lui sera un peu moins motivé, un peu moins impliqué et demandera encore plus de facilité. Sur le thème amélioration nutritionnelle, rendez-vous sur le stand C90. S'il y a une question ou deux, et à mademoiselle. Nous vous informons que la conférence sur le thème PME et ETI de l'industrie agroalimentaire. Oui, donc vous avez parlé du mythe du Quantify Self et que tout le monde n'est pas partant. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus Des chiffres sur ceux qui font du Quantify Self? Non, ceux qui, au contraire, font de la résistance à tous ces objets c'est l'extrême connectés. majorité. Alors, il ne faut pas... Non, attention, il y a résistance à l'objet connecté, c'est une chose. Quand on parle de pratique de Quantify Self, c'est une façon de vivre où on cherche à mesurer en permanence ce que l'on fait, que ce soit ses pas, que ce soit son poids, que ce soit son cardio, que ce soit, etc. Alors effectivement, les populations qui ont ce type de comportement sont ultra marginales, sauf naturellement lorsqu'on touche les populations âgées, où là, ce n'est pas forcément les personnes elles-mêmes qui sont demandeuses, mais l'entourage médical, familial, qui cherche à avoir un contrôle sur ces personnes dans un contexte général. Donc voilà. Alors maintenant, quand vous dites résistance, c'est-à-dire de gens qui sont absolument hostiles aux appareils, si vous voulez, regardez ce qui se passe sur le mobile, c'est à peu près ce qu'on a. Hein. Donc sur le mobile, si vous prenez les catégories les plus aisées, les plus éduquées, vous avez 15% à peu près de gens qui n'ont pas de smartphone et qui n'auront jamais de smartphone. D'accord, ok. Voilà. Tout le monde va avoir les appareils, d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui vont l'avoir immédiatement, d'autres, ça va prendre plus de temps. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a aucun choix. Parce qu'on n'est pas dans une situation où c'est la demande qui conduit l'innovation. Aujourd'hui, on est dans des marchés d'offres. Vous avez un certain nombre d'opérateurs, les Google, enfin les GAFA qui sont là, qui imposent leurs solutions. Et si vous ne les avez pas, de toute façon, vous ne pourrez pas vivre. Regardez les impôts, le succès des impôts sur Internet. On n'a pas le choix. Ou alors on paye plus cher. Ou on doit déclarer plus tôt. Donc notre société fait qu'on aura ces appareils. À quel délai, à quelle vitesse, sous quelle forme, on ne sait pas. Mais petit à petit, on ne l'aura pas. Je n'ai pas évoqué, moi, l'exemple le plus spectaculaire d'utilisation et de logique de l'offre, elle se trouve aujourd'hui dans l'assurance.
quand Allianz et Assurance Directe, c'est-à-dire AXA, proposent une véritable innovation, il y en a peu hein, dans ces secteurs, mais qui s'appelle le PAOU Drive, c'est absolument passionnant. Le PAOU Drive, tout le monde connaît ce que c'est? Non. Non? Qui connaît? Juste pour... Le PAOU Drive, c'est très simple. On vous donne un boîtier, vous le mettez dans la voiture, le boîtier va mesurer la qualité de votre conduite, et l'assureur vous donne un payback sous la forme d'une réduction d'assurance si vous conduisez bien. Donc, si je ne me trompe pas, bah ça doit être Direct Assurance, propose jusqu'à 30% de réduction sur son assurance auto. D'accord? Donc là, on est vraiment dans un pur système de feedback où ce que vous payez va dépendre de la manière dont vous vous comportez. Alors pour l'instant, il y a très peu de gens. Hein. Je pense qu'Allianz a lancé les premiers en septembre un peu largement. Je crois qu'ils ont vendu 5 000. On va leur donner 10 000 contrats. C'est très très peu. Mais ça commence à insérer une certaine pratique tout à fait nouvelle, inédite en matière de marketing, d'utilisation finalement de boucles de feedback comportemental pour contrôler le comportement des consommateurs. Alors effectivement, avec ce type de... Alors il y a des avantages pour les assureurs là-dessus, c'est que ça amène la population à prendre moins de risques, donc d'avoir des coûts de sinistre moins importants, et même si l'assurance était vendue au même prix, ça permet de dégager des profits relativement importants, ce qui est c'est intéressant, et pour la société d'avoir moins d'accidents, donc c'est plutôt positif, même s'il y a un côté orwellien. Mais ça va commencer à entraîner, si vous voulez, c'est un usage des objets connectés qui est assez intéressant. Bon, vous comprenez qu'avec le jeu de la concurrence, ceux qui sont sensibles au prix vont se ruer sur ce genre de choses, vont modifier leur comportement de conduite, vont influer sur les autres consommateurs, et ceux qui payent plus cher parce qu'ils sont plus risqués vont devoir y passer. Donc on n'aura pas on n'aura pas le choix. On est un peu comme dans le... Alors les cartes de fidélité, j'étais un peu dur, mais aurait pu être le prototype de ce type de stratégie, sauf que la distribution n'a pas exploité jusqu'au bout ce type d'usage, à un usage, disons, une gestion relativement basique de ce genre de dispositif. Hein. Je vous donne des points et vous avez des rabais ou des avantages à plus ou moins court terme. Mais on n'a jamais été dans une très très grande finesse à orienter des points pour amener les gens à utiliser plutôt tel type de produit ou tel type de produit, etc. etc. Alors ça pourra être peut-être stimulé. Ça va, ça vous convient ? Je la pose rapidement, alors on peut développer peut-être en aparté si c'est déjà la prochaine conférence. En fait, ma question venait plutôt en accompagnement du consommateur et des choix de consommation, de peut-être, on va dire, aider le consommateur à faire ses choix. En fait, je voulais voir les enjeux et puis mais bon, c'est peut-être assez long à développer. Oui. Là, franchement, ça va être assez long à développer, mais c'est en quelque sorte ma conclusion. Je pense que le véritable enjeu derrière les outils, derrière la quincaillerie, c'est effectivement cet accompagnement. Et un accompagnement de plus en plus individualisé, si possible. Merci.